Tout d'abord, en fait, c'est la présentation en fait de Fabienne Lemeteillet. Fabienne, c'est professeure de psychologie du développement appliqué dans le domaine de la santé à l'Université de Lorraine, département de psychologie. Elle est aussi membre d'unité de recherche APMAC EA 4360, adaptation, mesure et évaluation en santé, approche interdisciplinaire. Et aussi l'équipe EFSAM. Ah oui, pour l'équipe EFSAM à Metz, à France. Donc, Alors, ce travail qu'elle va présenter avec, ce travail, elle a collaboré avec Manon Florquin pour sa thèse de doctorat en psychologie sur la qualité de vie des adolescents avec un passé de cancer. Et Jean-Baptiste Lafranchi, maître de conférence en psychologie, laboratoire psychologie et d'économie appliquée, IUT de Paris, département GOA. merci en tout cas pour cette invitation et cette proposition de communication. Je vais vous présenter deux résultats d'études qui portent sur le rôle du mal-être au sein des DIAN mères adolescents avec un passé de cancer dans la régulation des buts et la qualité de vie. Alors, il s'agit d'un travail qui a été mené, je dirais, en collaboration avec les collègues, avec Jean-Baptiste Lanfranchi, mais également Manon Florquin, qui a soutenu une thèse en 2018 sur la thématique, une thèse qui a été financée par la Ligue contre le cancer. Toutefois, les résultats qui sont présentés aujourd'hui ne sont pas liés à la thèse de Manon. Et il s'agit plutôt là de perspective, puisque c'était aussi l'enjeu par rapport à la problématique du workshop, c'était de pouvoir aussi créer des liens, d'après ce que j'en avais saisi en tout cas. Donc voilà, c'était plutôt dans ces termes que je veux faire ces propositions de communication. Alors, avant de présenter plus en avant ces résultats, je voulais resituer donc ce contexte où il est, je dirais, d'une évidence absolue de rappeler combien il est difficile pour les familles, pour les enfants, mais aussi pour les familles d'avoir à vivre, à combattre un cancer en période pédiatrique. On note que même à distance de l'expérience du cancer, les stigmates peuvent être présents des mois, voire des années après, pour l'enfant, mais aussi du côté du parent, puisque on va peut-être davantage ici au cours de cette communication se focaliser sur les parents. Donc on a une littérature qui est assez nourrie sur cette problématique, montrant combien donc l'après-cancer était resté présent chez comment gérer l'enfant dans certains cas de figure, mais aussi chez leurs proches. Alors si on s'intéresse plus particulièrement aux parents, on note encore au niveau de la littérature, je dirais internationale, que les parents peuvent être considérés comme une population à risque en termes de détresse psychologique, mais aussi avec une qualité de vie susceptible d'être détériorée donc, au moment de la maladie, mais bien après. C'est-à-dire que comme s'il y avait voilà, dans le temps, comment je dirais, des effets qui étaient persistants. Donc on a encore une littérature qui est plutôt qui va dans ce sens de montrer que les stigmates peuvent être durables. Pour autant, ce qui nous intéressait, nous, et que nous ne trouvions pas dans la littérature, c'était de repérer quand on était à distance de l'événement. C'est-à-dire que là, le cancer a eu lieu durant la période infantile, et là, nous sommes avec des adolescents qui ont eu l'expérience d'un cancer dans le passé, mais qui ne sont plus dans cette situation au moment où ils ont été sollicités. Et en fait, ce qui nous manquait, c'était de voir la dynamique de l'interaction entre le parent et l'adolescent. Est-ce qu'il y a un des membres de la dyade qui influe sur l'autre, de sorte à ce qu'il y ait quelque chose qui circule de manière à ce qu'on entretienne, bien malgré soi, un climat qui peut être repéré comme délétère à court terme et aussi dans le temps. Donc l'objectif de nos études, là, celles qui vont être présentées ici, avait pour objet de regarder justement ce sens-là d'influence, l'intensité de cette influence entre le mal-être, la qualité de vie, la régulation des buts, c'est-à-dire cet élan vital, ce qui nous donne envie aussi de nous projeter, cette motivation à être. Et donc, on a souhaité donc en rendre compte à la fois dans les dyades mères, adolescents avec un passé de cancer,
avec une approche comparative entre des dyades mères, adolescents, sans passer de cancer. Alors, il n'y a que des mères, voilà, pour des raisons, enfin, je vais peut-être en dire un mot, mais voilà, par simplicité, par rapport déjà à la littérature et par rapport aussi à l'accès. C'est pas toujours simple d'avoir, on a quelques pères, mais tellement peu nombreux par rapport au nombre de mères. De ce fait, on a homogénéisé sur le groupe des mères. Alors, un mot peut-être sur la présentation de ces dyades avec passé de cancer. Donc, elles étaient au nombre de 50, avec les caractéristiques suivantes, c'est-à-dire qu'on avait des adolescents qui étaient à peu près âgés de 15 ans, plutôt des filles. Âge au moment moyen au moment du diagnostic était à peu près de 7 ans. Alors, des cancers variés parce qu'on n'a pas eu cette possibilité d'homogénéiser, d'avoir un type de cancer cible. Donc, on a eu, voilà, c'était sur la base du volontariat, donc on a eu comme ça des profils assez variés. Type de traitement plutôt par chimiothérapie. Durée moyenne de traitement, oui, à peu près 2 ans, mais vous voyez, l'étendue est très très large parce qu'il y avait aussi des situations où les adolescents pouvaient être en chimiothérapie orale, mais avec un retour à la vie, je dirais, d'un adolescent de leur âge, c'est-à-dire d'aller à l'école, faire des activités par ailleurs, mais il y avait quand même ce traitement. Donc, ils se considéraient comme en traitement. Alors, donc, ça fait une étendue quand même relativement importante. Si on regarde du côté des mères, l'âge médian était à peu près de 45 ans. Alors, ces dyades ont été principalement recrutés donc à l'hôpital des enfants de Nancy, mais aussi à Strasbourg. Alors, quelques, comment je dirais, dyades ont été aussi intégrées en dehors de l'hôpital. Hein, elles ont été plutôt par voilà, une association qui a permis aussi de recruter quelques participants par ce biais. Si on regarde du côté des dyades sans passer de cancer, elles étaient au nombre de 100, avec un âge un tout petit peu plus âgé puisque les personnes, enfin les adolescents avaient 16 ans et peut-être dans le groupe il y avait moins de filles que dans le groupe précédent. Et l'âge médian des mères aussi un petit peu plus âgé puisqu'il est ici à 46 ans. Alors ces dyades ont été recrutés au sein des établissements scolaires de la région Lorraine, Jarny qui est dans Meurthe-et-Moselle et Metz qui est donc en Moselle. Donc il y avait à peu près 6 établissements pour participants à l'étude. Donc, parmi, je dirais, les résultats que je souhaitais présenter aujourd'hui, il y avait tout d'abord cette idée-là, ce dont je parlais tout à l'heure, l'interdépendance au sein de la dyade mère-adolescent, c'est-à-dire comment la situation de l'un peut nourrir celle de l'autre, que ce soit en termes de mal-être, que ce soit en termes de régulation des buts. Et pour repérer un petit peu ce que c'est que cette caractéristique, on a eu recours donc à l'approche comparative parce que c'est toujours une période charnière à l'adolescence dans tous les cas de figure avec ou sans passé de cancer. Donc de repérer si on avait quand même plutôt un phénomène développemental qui s'installait à travers les résultats ou est-ce que c'était une spécificité liée à ce passé de cancer. Alors, les questionnaires qui ont été utilisés pour cette étude étaient donc le suivant, pour la régulation des buts, c'est le LET. Alors, c'est un outil qui est relativement court, mais qui est tout à fait pertinent pour repérer cet engagement dans la vie. Alors, comme il n'est pas très connu, beaucoup moins que d'autres échelles des auteurs, donc j'ai juste mis un item pour repérer un petit peu de quoi il s'agissait. Alors, pour moi, les choses que je fais ont tout un sens, par exemple. Donc, voilà un petit peu le type d'item qui pouvait être proposé. Et l'autre, comment je dirais, échelle pour rendre compte du mal-être perçu relevait plutôt de l'HADS avec ces 2 échelles, donc anxiété et dépression, telle qu'elle a été présentée aussi ce matin. Alors, en termes de résultats, nous avons obtenu donc plutôt des profils. Ça, c'est vraiment très important à ce niveau-là, où il n'y a pas de situation critique. Vous voyez, donc c'était aussi évoqué ce matin. Donc, le score seuil est à 11 pour l'anxiété et la dépression. On voit tous nos scores sont quand même très en deçà. Donc, c'est plutôt déjà un premier niveau d'information. Et donc, voilà, on n'a pas de situation qui soit à ce point critique. Si on les regarde maintenant un petit peu, de manière un petit peu différente, ces données, eh bien, par rapport à l'engagement dans la vie, on note donc des différences entre ce qu'expriment les adolescents avec un passé de cancer par rapport à leur père d'âge, puisque ces adolescents avec un passé de cancer déclarent des scores un petit peu plus élevés en termes d'engagement dans la vie. Si on regarde au niveau de l'anxiété, là, le profil est un petit peu différent puisque ce sont les adolescents
sans passer de cancer qui expriment des manifestations anxieuses un peu plus élevées que leur paire d'âge. Et donc, on note quand même de manière assez significative, puisqu'on est à 0,01. Et puis, si on regarde du côté des mères, là, on a encore des données un petit peu différentes, puisque là, ce sont les mères d'adolescents avec passé de cancer qui expriment plus de manifestations anxieuses que les mères de l'autre groupe. Donc là, bien qu'on ait, je veux dire, des scores tout à fait intéressants, puisqu'ils ne sont pas critiques, il y a quand même une différence entre les groupes. On note aucune différence en ce qui concerne les manifestations dépressives entre ces deux groupes. Alors, ce qui nous intéressait, donc déjà, c'est un premier état des lieux, hein, ça nous donne un niveau d'information, mais ce qui nous intéressait, nous, c'était l'interdépendance. C'est-à-dire que là, on n'a pas les moyens d'en rendre compte, donc on s'est plutôt intéressé à regarder ces possibilités, comment je dirais, oui, cet ancrage comme ça de l'un et l'autre dans le fonctionnement à travers donc le modèle APIM qui nous permet donc de rendre compte de cette interdépendance au sein de la dyade. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les analyser de manière distincte, ils font partie de l'analyse. C'est un tout, quoi. Donc, nous avons deux groupes de dyades, donc on a associé dans l'analyse ces deux groupes de dyades. Donc, les analyses qui ont été menées ont été réalisées à partir de cette méthode APIM de Kenny. Alors, voilà un petit peu le modèle théorique qui est ressorti, qui a été proposé plutôt. Donc, vous avez au centre l'engagement dans la vie de la mère, l'engagement dans la vie de l'adolescent. Vous avez ici, donc sur la gauche, donc les variables, les manifestations dépressives, les manifestations anxieuses. Donc, à chaque fois, on voit par exemple les manifestations dépressives pour la mère et ces manifestations anxieuses pour la mère. Et la même chose pour l'adolescent, des manifestations dépressives et manifestations anxieuses pour l'adolescent. Ici, donc, ce qui est important à retenir, c'est qu'ici, ce sont des données qui concernent l'ensemble des dyades, avec et sans passé de cancer. C'est-à-dire les résultats qui vont être présentés, là, concernent l'ensemble des dyades. En revanche, ici, nous avons des résultats qui vont concerner uniquement notre population cible, à savoir les adolescents avec un passé de cancer, pour essayer de repérer l'intensité du résultat qui a pu être obtenu ici. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment très très fort ou est-ce que c'est moins fort? Est-ce que ça nuance ou au contraire, ça amplifie un phénomène? Donc, ce qu'on peut retenir également de ce modèle, c'est qu'il y a des effets acteurs, comme vous pouvez le voir avec ces flèches en gris, c'est-à-dire pour la mère, on regarde par exemple la manifestation dépressive ou anxieuse, donc les effets comme ça, c'est-à-dire ses propres données par rapport à son propre engagement de la vie. On a aussi, je dirais, les éléments tout à fait similaires par rapport à l'adolescent. Donc, voilà, ça c'est un premier niveau d'information qui est très important. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ce qui faisait l'objet aussi de ce type d'analyse, ce sont les effets partenaires. C'est-à-dire, est-ce que les manifestations dépressives de la mère ou ces manifestations anxieuses, est-ce qu'elles peuvent avoir un effet sur l'engagement de la vie de l'adolescent? Et de même, est-ce que les manifestations anxieuses et dépressives, l'anxiété et la dépression de l'adolescent peuvent avoir un effet sur l'engagement de la vie de la mère? Donc, ça nous permettait, c'était un premier niveau d'information pour repérer un petit peu comment tout ça pouvait s'exprimer et puis nous donner des informations sur à la fois les ressemblances, mais aussi les dissemblances entre les groupes de dyades. Et donc, nous avons obtenu ces résultats donc, en montrant donc, des effets acteurs. Donc, vous voyez les flèches grisées, c'est-à-dire que si on regarde par exemple la situation de la mère dans son engagement dans la vie, eh bien, on note que moins elle présente de manifestations dépressives, plus elle va s'engager dans la vie. Il en est de même, avec moins de force, mais quand même, moins elle est anxieuse, moins il y a de manifestations anxieuses, plus elle s'engage dans la vie. Si on regarde du côté de l'adolescent, là, on note vraiment un effet très, très fort. C'est-à-dire que moins il est dans il présente de manifestations dépressives, plus il s'engage dans la vie, donc avec un point 77. Par contre, si on regarde de ce côté-ci, il n'y a pas d'autre effet que celui-là pour les dyades avec passé de cancer, mais on note quand même que ce que nous observons là, c'est-à-dire les manifestations, moins il y a de manifestations dépressives, plus il y a l'engagement dans la vie, c'est moins vrai
pour ces adolescents. Hein. Si on fait la différence, c'est moins vrai pour les adolescents avec un passé de cancer. Donc ça, c'est un autre niveau d'information, puisqu'on voit bien qu'on ne s'engage pas dans la vie pour les mêmes raisons, ou en tout cas, pas avec les mêmes processus. Et puis, ce qu'il est important de relever ici, c'est aussi cet effet partenaire. Hein. C'est-à-dire que moins l'adolescent présente de manifestations dépressives, plus la mère s'engage dans la vie. Et la réciproque n'est pas vraie, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'effet partenaire de la mère vers l'adolescent. Donc, ce que l'enfant ou l'adolescent exprime a un retentissement sur l'engagement dans la vie. Vous avez ici une variable pointillée qui ne s'interprète pas. En fait, il s'agit d'une variable suppressive. Elle est indiquée parce qu'effectivement, elle apporte une information, mais ce qu'elle apporte comme information, c'est celle-ci. C'est-à-dire que elle donne du poids à la dépression, mais en tant que telle, elle n'existe pas. On ne peut pas l'interpréter. Donc, on ne peut pas dire que les manifestations anxieuses de l'enfant ont un effet, ce qui ne serait pas vrai. Mais il y a simplement ici à retenir que moins il y a de manifestations dépressives pour l'adolescent, plus la mère plus elle s'engage dans la vie. Donc voilà, premier niveau d'information, on n'avait pas d'équivalent, donc vraiment des données exploratoires, mais enfin qui nous donnent quelques pistes. Et donc déjà, ce qu'on peut retenir, c'est que ce modèle APIM a révélé des caractéristiques communes pour les manifestations anxieuses, mais également des différences pour les manifestations dépressives. Donc, moins les adolescents expriment des manifestations dépressives, plus ils s'engagent dans la vie. Donc, ça, c'est un élément qui paraît simpliste, mais pas tant que ça, parce qu'il va falloir regarder après les processus qu'il y a derrière. Et cet effet est moins marqué chez les adolescents. Ça, c'est un point qui nous intéressera par la suite aussi. Et du point de vue de la mère, donc moins elle présente de manifestations anxio-dépressives qui n'étaient pas révélées chez les adolescents, et moins leur adolescent rapporte de manifestations dépressives, plus elle s'engage dans la vie. Donc là, on a des éléments qui nous montrent que la mère, de manière générale, est sensible à l'état émotionnel de son adolescent, avec une petite particularité, parce qu'on ne sait pas ce qui s'exprime quand on regarde les manifestations dépressives des adolescents, puisqu'il y a des données qui sont un petit peu différentes de la part des adolescents avec passé de cancer. Donc, on a cherché à poursuivre un petit peu l'analyse en s'intéressant cette fois non plus à la régulation des buts, mais à la qualité de vie. C'est-à-dire, est-ce que les mères, là, il se passe quelque chose, elles sont sensibles de part et d'autre, mais quand même, est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui nous mettrait sur la voie d'une différence entre les dyades? Donc, la qualité de vie était un moyen d'en rendre compte. Donc, on s'est intéressé donc à la qualité de vie, certes, de la mère, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on a regardé la qualité de vie de la mère, la qualité de vie de l'adolescent, donc évaluée par lui-même, et la qualité de vie telle que la mère l'évalue, c'est-à-dire comment elle se représente la qualité de vie de son adolescent, et ont été également intégrés à l'analyse donc son état émotionnel, c'est-à-dire plutôt des versants, des tonalités négatives, c'est-à-dire une forme de mal-être perçu qu'on a en tout cas étiqueté comme tel. Là encore, pour essayer de repérer les caractéristiques de ce groupe de dyades, on a eu recours à une approche comparative, toujours avec des dyades mères adolescents sans passé de cancer. Alors, juste un mot concernant les outils utilisés. Donc, pour la mère, il s'agissait du WUCOL bref. Et puis pour l'adolescent, que ce soit en termes d'auto-évaluation ou hétéro-rapporté par la mère, c'est-à-dire comment elle perçoit la qualité de vie de son adolescent, c'était plutôt le PSCOL qui a été utilisé ici. Et puis en termes de mal-être perçu, donc il y avait non seulement l'HADS comme tout à l'heure, mais on a ajouté aussi de stress perçu. Donc voilà, donc des situations qui nous permettaient d'avoir plusieurs aperçus de qualité de vie et de regarder comment tout ça pouvait en entrer en interaction avec le mal-être perçu tel qu'il a été désigné ici. Et je voulais juste présenter donc le modèle qui suit, c'est-à-dire voilà un petit peu, il y a deux variables latentes qui ont été posées dans ce modèle, ainsi que les variables en lien avec la qualité de vie telle qu'évaluée par la mère, ce que vous voyez ici, et la qualité de vie de l'adolescent, et les effets donc du mal-être sur la représentation de la mère et la qualité de vie sur celle de sa mère.
Donc, ça a été évalué à partir d'une approche GESCA. Alors, globalement, les résultats étaient les suivants, c'est-à-dire qu'on a des similitudes entre les deux groupes de dyades, c'est-à-dire que la qualité de vie de l'adolescent, plus elle est élevée, meilleure sera la représentation de la qualité de vie de la mère. Mais vous voyez ici que c'est plus important dans les dyades avec passé de cancer, si on regarde le F de carré de Cohen. Si on regarde le mal-être de la mère, il a un effet également, je dirais, sur la qualité de vie de la mère, c'est-à-dire que moins elle manifeste de tension, meilleure est sa qualité de vie. Par contre, on a des différences en termes d'effet de la qualité de vie de l'adolescent sur l'état émotionnel de la mère. Donc, meilleure est la qualité de vie de l'adolescent, moins il y aura de manifestations de tensions anxieuses et dépressives ou de stress de la part de la mère. On n'a pas l'équivalence dans les dyades sans passé de cancer. Par contre, on a une information que nous n'avons pas par ailleurs, c'est-à-dire que là, c'est l'état émotionnel du parent qui renseigne qui influe sur la représentation que la mère a de son enfant. Alors, si on regarde de plus près cette interaction entre la qualité de vie et puis l'état émotionnel du parent, on note un effet médiateur, c'est-à-dire qu'il y a bien dans cette dyade un effet de la qualité de vie de l'adolescent sur la qualité de vie de la mère qui est médié par l'état émotionnel du parent. Donc, en gros, on a des effets qui sont intéressants parce qu'on a un modèle qui est compatible pour les deux groupes avec un effet médiateur et qui montre que la mère des adolescents avec un passé de cancer est plus sensible aux ressentis déclarés par l'adolescent comparativement donc aux représentations qu'elles se font, alors qu'on aura un profil un petit peu différent dans les autres dyades puisque elles vont se baser sur leurs propres ressentis pour évaluer la qualité de vie de leur adolescent. Alors, pour conclure, qu'est-ce que l'on peut dégager? C'est qu'il y a vraiment, il faut vraiment aller chercher l'information, mais on a quand même un profil différent où on a affaire à un groupe de mères d'adolescents avec passé de cancer qui présentent une empathie vigilante, c'est-à-dire qu'elles sont là, parce qu'on voit bien que les scores ne sont pas complètement dramatiques, mais elles sont présentes, elles veillent en permanence, tout en laissant la marge de manœuvre de l'adolescent, mais elles sont là, en laissant présentes, elles sont vigilantes à toutes les étapes. Alors donc, ça nous incite vraiment à poursuivre ces premiers résultats, d'abord parce qu'on a un échantillon trop petit, parce qu'on aimerait bien que ce soit du longitudinal, on aimerait bien aussi qu'il y ait que l'approche qualitative soit aussi intégrée au projet, mais on aimerait bien aussi à terme confronter ces éléments aux neurosciences, puisque là, on a des éléments qui nous montrent que ce n'est pas si banal que cela, c'est-à-dire que cette situation, ce n'est pas simplement d'être présent, c'est-à-dire de voir comment le parent a vécu la maladie de manière incarnée, c'est-à-dire que là, on n'est plus simplement dans une lecture comme ça de sentiments, où on pourrait la voir dans la plupart des situations, mais c'est vraiment de l'éprouver dans son corps. Et on a toujours, pas toujours, mais on a recours à ces neurones miroirs qui vont être précieux pour nous là, parce que ça nous ouvre de nouvelles pistes, non pas pour simplement s'asseoir en disant voilà ce qui se passe, mais comment on va y réfléchir. C'est-à-dire que là, on a, nous, des mécanismes qui nous paraissent être extrêmement intéressants et importants, c'est-à-dire que les mécanismes de simulation incarnée sont à la base de l'empathie et constituent le fondement même de l'intersubjectivité, donc un phénomène extrêmement important, notamment en psychologie du développement. Et donc voilà, donc ça nous paraît être des pistes, en tout cas, pertinentes pour la suite. Merci.